Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de la Talent Experience Masterclass. J'espère que vous allez bien. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en attendant que les derniers se connectent. Donc, bienvenue à tous. On est parti donc pour une nouvelle matinée autour de l'expérience collaborateur. Trois masterclass qui vont s'enchaîner ce matin, encore une fois avec un casting de qualité. Aujourd'hui, on va commencer là ce matin tout de suite par vous parler INPS. Alors, pourquoi INPS? On a pas mal parlé, on a introduit le sujet de l'expérience collaborateur autour de différents sujets hier, et on a notamment parlé mesure de l'engagement. En fait, comment on a parlé d'expérience collaborateur et comment est-ce qu'on mesure la qualité de l'expérience collaborateur, comment est-ce qu'on va chercher des retours, comment est-ce qu'on arrive à prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe dans une organisation, comment se sentent les salariés, comment se sentent les managers, etc. Donc l'objectif de cette masterclass, c'était vraiment de rentrer plus concrètement dans ce sujet-là précisément. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des chiffres? Comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment avec précision un ressenti? Et comment est-ce qu'on arrive à, depuis ce ressenti, trouver des actions concrètes, des axes d'amélioration, etc., etc., et comment maintenir ça dans la durée. Voilà, c'est pour ça qu'on a construit cette masterclass ce matin sur le sujet du INPS, avec vraiment cette découpe, que faire, comment le faire, que faire pendant et que faire après, pour vraiment vous donner des conseils les plus concrets et opérationnels sur vraiment cette mesure de l'expérience collaborateur et donc de l'engagement. Euh, je vais vous présenter tout de suite les intervenants qui vont être avec moi ce matin. J'ai la chance donc, d'être accompagné par Morgane et Kevin que je vais inviter. Donc Morgane, je t'invite sur scène. Euh, Hop, n'hésite pas. Tac, tac, tac. Voilà, bienvenue Morgane. Merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr, bon, déjà ravie d'être là ce matin avec vous. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Morgane, je suis consultante en expérience collaborateur et en conduite du changement chez OnePoint. Je travaille sur des sujets assez variés, principalement avec les départements RH, sur la stratégie RH, sur la refonte, voire la création de nouveaux processus RH. Et actuellement, je travaille chez Pernod Ricard. Si vous voyez des bouteilles d'alcool en photo derrière moi, c'est pour ça. Je les accompagne sur leur projet de transition vers un modèle orienté compétences et dans le déploiement d'une talent marketplace. Donc voilà, ravie de parler d'INPS et d'engagement ce matin avec vous. Trop bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu avec nous ce matin. Et avec nous, on aura également Kevin. Hop, Kevin, bienvenue. Je te laisse te présenter également. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Kevin Bourgeois, je suis cofondateur de Supermood. On est une plateforme d'engagement et donc on fait du INPS depuis plus de 10 ans sur des entreprises qui ont à minima 100 personnes. C'était compliqué d'organiser une masterclass sur le INPS sans faire appel à vous, du coup, évidemment. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui aussi. Alors, juste pour vous dire un petit mot, aujourd'hui, donc on est encore dans une session de la Talent Experience Masterclass. C'est un événement qu'on organise, nous, au côté Empower, pour la deuxième année. L'objectif, c'est vraiment de vous donner une vision d'ensemble des différents sujets autour de l'expérience collaborateur. Empower, qui on est le spécialiste du parcours collaborateur pour les PME et les ETI. Donc vraiment, on amène une solution qui permet de gérer les différentes briques du parcours, que ce soit les campagnes d'entretien, les plans de formation, tout ce qui est revue des performances, revue des compétences et tout ce qui est revue du personnel également. Voilà, c'est pour ce qu'on fait. Et on organise cette semaine-là, on ne le fait pas tout seul, hein, c'est un vrai travail collectif, on le fait avec de nombreux partenaires. Les partenaires, notamment Supermood. Donc Kevin, je sais pas si tu veux nous dire un petit mot sur Supermood, qu'est-ce que vous faites justement? Oui, en 2 secondes. Donc on est une plateforme SaaS qui va permettre d'améliorer l'engagement des salariés et de suivre les transformations qui se passent dans les entreprises. Donc globalement, on va récolter le feedback des salariés de façon anonyme. On en fait de la donnée qui permet de piloter où on va et surtout derrière de passer à l'action pour améliorer tout ça. Voilà, on a un tiers du CAC 40 en tant que client et tout va bien. Et tu vas pouvoir du coup vraiment nous donner des retours concrets vu que c'est complètement le sujet. Donc les autres partenaires, on a aussi également Didask, qui est une mission de programme, qui sont deux acteurs dans la formation. Tim Taylor, qui est un acteur du recrutement, Tilt, qui est un acteur de l'onboarding, et Mayer Ashline, qui est pour le coup un média avec qui on a beaucoup travaillé, qui nous a aidé à partager et communiquer sur cet événement. Et on travaille également avec Contrast, qui est la plateforme sur laquelle on est hébergé aujourd'hui,
qui nous permet d'avoir une expérience agréable pour ce webinaire. Donc merci, un grand merci à ces différents partenaires sans qui on n'aurait jamais réussi à avoir à la fois autant de gens et autant de, 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 de speakers et l'événement ne serait pas ce qu'il est. On attaque tout de suite. Donc le sujet du INPS, on voulait commencer par vous poser une question pour voir un petit peu le niveau de maturité. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient inscrits et je vois qu'il y a pas mal de participants. Donc voilà, on a lancé ce sondage. Le but, c'est de voir un peu aujourd'hui, c'est quoi votre niveau de maturité? Est-ce que vous connaissez le INPS? Est-ce qu'on a affaire est-ce qu'il faut vraiment qu'on reprenne la définition de base parce qu'il peut aller assez vite. N'hésitez pas à répondre directement sur la pop-up de sondage qui doit s'apparaître. Hop. Tac, 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 tac. Alors du coup, voilà les résultats. On a un peu de tout. C'est bien, c'est plutôt équilibré. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin, Morgan? Ça correspond on a un peu plus de gens qui savent quand même ce que c'est, qui ont déjà lancé une campagne. Donc on va potentiellement un peu plus insister sur quoi faire après. Ok, voilà. Ça vous va, Kevin, Morgan? Ouais, C'est ça bon. montre que c'est bien connu comme sujet. Ouais. Modulo la représentativité de ces résultats. Mais Ouais, c'est peut-être un peu biaisé parce qu'effectivement, c'est des gens qui se sont inscrits à cette masterclass. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque vraiment sur cette première question. Pourquoi est-ce que on s'intéresse à l'INPS? Morgane, est-ce que tu veux commencer à nous introduire le sujet? Oui, carrément. Du coup, c'est chouette de voir que la majorité d'entre vous connaissez déjà l'INPS. Effectivement, je pense que vous vous connectez aussi pour ça. Pour revenir un petit peu à l'essentiel avant que Kevin vous explique un peu plus précisément ce que c'est et qu'on voit comment ça se calcule. Ce qui était intéressant de vous partager aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de l'INPS et pourquoi est-ce que on vous encourage aussi à utiliser l'INPS. L'INPS, son intérêt, c'est vraiment de mesurer l'engagement de vos collaborateurs. Et l'intérêt de l'INPS, c'est que c'est assez facile à utiliser comme outil et que ça va vous permettre de mesurer cet engagement de manière très récurrente et très rapide. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant quand vous voulez prendre le pouls, la température de vos équipes, de vos collaborateurs en tout temps dans l'année. C'est super intéressant à utiliser dans ce contexte. Une deuxième chose qui est intéressante, c'est que ça permet de favoriser la transparence et l'écoute. Ça va prouver à vos collaborateurs que vous êtes dans une dynamique où vous vous intéressez à leurs ressentis et que vous avez envie de bien faire les choses. Donc, c'est plutôt signe d'une bonne culture. Et ce qui peut être aussi très intéressant, et on en parlera au cours de ce webinaire, c'est d'accompagner, pourquoi pas, cette INPS, qui est une question unique qu'on vous partagera tout à l'heure, mais de l'accompagner de questions plus ciblées qui vont vous permettre d'identifier quels sont les éventuels axes d'amélioration et comment vous allez pouvoir travailler collectivement au sein de votre organisation sur ces différents axes. Ok, donc un vrai outil de mesure, de prise de pouls, mais aussi d'action pour l'avenir. Kevin, INPS, la NPS, il y a un lien? il y a un lien, ouais. Donc le NPS, ça veut dire Net Promoter Score. Et le E devant, c'est pour Employee. Donc globalement, le INPS, c'est le NPS qu'on a adapté à la mesure de la satisfaction et de l'engagement des salariés. Donc pour faire un petit retour en arrière, c'est assez intéressant. Beaucoup de personnes connaissent le INPS et l'NPS, mais ne savent pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui a été, je ne sais pas si on peut avoir la slide Ouais. qui est juste après, voilà. Qui a été inventé par Fred Reichheld, qui a été un consultant et puis ensuite directeur chez Bain. Le NPS est vraiment sorti en 2003, donc ça fait une petite vingtaine d'années maintenant, et c'est une mesure de la satisfaction client. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ils l'ont créé, et ça donne en fait ses limites, et pourquoi, vous allez voir, c'est un calcul un petit peu bizarre. Ce qu'ont fait les consultants de Bain, c'est qu'ils ont travaillé pour des marques du retail, notamment il y avait Apple ou Walmart, et ils ont posé 20 questions à tous leurs clients pour savoir est-ce qu'ils étaient satisfaits de Walmart, est-ce qu'ils recommandaient Apple, etc. Et sur ces 20 questions, ils ont ensuite mesuré les notes à ces questions et le comportement des clients pour savoir si ces clients rachetaient la marque plusieurs années après ou plusieurs mois après. Donc ça a été vraiment un travail hyper minutieux de suivi. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une question qui était beaucoup plus corrélée que les autres,
à ce comportement de recommandation de la marque et de rachat, c'était le NPS qu'on va dévoiler après. Et donc depuis, toutes les mesures de satisfaction client ont été simplifiées avec cette question. Et depuis plutôt une dizaine d'années, c'est vers 2014, il y a donc Fred Reichel qui a fait des études pour montrer que ça s'appliquait aussi aux salariés, avec des corrélations plutôt sur l'absentéisme, sur la performance, sur l'engagement et tout ça. Voilà. Et donc, derrière, c'est une seule question, mais il y a énormément de recherches parce que c'est des questions qui font référence aujourd'hui. Trop bien. Est-ce que on dévoile la question ou... On peut la dévoiler. Je peux commenter, et puis après, Morgane, je te laisse expliquer comment ça fonctionne. Mais la question, qu'elle soit tournée client ou salarié, c'est recommanderiez-vous votre entreprise ou notre société comme une entreprise où il fait bon travailler? Et vous avez plein de petites variantes. Donc, vous avez, est-ce que vous recommanderez votre entreprise tout simplement à un collègue ou à un ami? Alors, la question du collègue est un peu biaisée parce que généralement, votre collègue, il bosse déjà chez vous. Donc, voilà, il y a plein de façons de poser cette question. Mais ce qui est important, c'est est-ce que vous la recommanderiez? C'est une question donc très large. Et le spectre de réponse, c'est entre 0 et 10, entre pas du tout probable et très probable. Et cette échelle de 0 à 10, elle va pouvoir permettre de mettre les gens dans des petites cases et ensuite de faire des calculs qui nous donnent un score qui va être prédicteur ou non du comportement des gens. Donc, est-ce qu'ils vont rester dans l'entreprise ou est-ce qu'ils vont racheter la marque si on l'a fait côté client? Et le meilleur exemple de ce NPS, c'est souvent quand vous prenez le train, la SNCF vous pose la question à la fin de votre voyage, est-ce que vous recommanderez la SNCF? À l'époque, Ouais, vous n'avez pas le choix. Maintenant, vous avez un peu plus de choix de recommander ou pas la SNCF. je trouve que c'est effectivement hyper intéressant de commencer par ça, de se dire que c'est effectivement de la recherche qui a été faite, c'est pas juste une question, on s'est dit, voilà, cette question est sympa à poser. Pour moi, un autre point qui est effectivement hyper important, c'est qu'il y a un calcul qui est très précis derrière pour comment est-ce qu'on présente les résultats. Morgane, tu nous en dis un peu plus? Oui, complètement, très précis, mais très simple, vous inquiétez pas. Donc du coup, là, je vous le disais, l'avantage, c'est que c'est une question unique. Donc ça peut être assez rapide et simple à mettre en place. Pour que vous compreniez, du coup, comment vous allez utiliser cette question pour mesurer l'engagement de vos collaborateurs, l'objectif, c'est que vous puissiez, du coup, envoyer cette question à l'ensemble de vos collaborateurs et ils vont pouvoir répondre, comme l'expliquait Kevin, en notant leur expérience et leurs recommandations entre 0 et 10. Il faut savoir qu'en fonction de la note qui va être attribuée par vos collaborateurs, si on peut passer sur la slide d'après, vous allez voir qu'on va répartir finalement vos répondants en 3 typologies de personnes. On va avoir des promoteurs, des passifs et des détracteurs. C'est important que vous compreniez la différence entre ces 3 catégories-là parce que c'est ce qui va déterminer derrière le calcul. Les promoteurs, ce sont les personnes qui ont répondu 9 ou 10 sur 10 à cette question et qui vont du coup manifester leur satisfaction, leur loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Et ce sont des personnes que vous allez vraiment pouvoir considérer comme des ambassadeurs, des personnes qui vont parler positivement de votre entreprise, qui vont la recommander en interne comme en externe. Les personnes qui, pour le coup, vont noter 7 ou 8 sur 10 sur la question de la recommandation d'INPS, on va les considérer comme des personnes passives, c'est-à-dire des personnes qui sont ni spécialement insatisfaites, ni complètement satisfaites ou enthousiastes par rapport à l'expérience dans l'entreprise. Ils ne vont pas forcément causer de préjudice, ces personnes ne vont pas causer de préjudice, mais elles ne vont pas spécialement s'investir non plus dans la promotion ou dans le rayonnement interne ou externe de la marque. Et enfin, important, ce sont tous les bonhommes que vous voyez en rouge, ce sont les détracteurs, ce sont des personnes qui ont noté 6 ou moins de 6 sur la question de l'INPS. Et ce sont des personnes qui sont insatisfaites et qui manifestent leur mécontentement et qui vont pouvoir malheureusement générer une ambiance négative qui peut être perceptible en interne comme en externe. Donc, c'est important déjà de comprendre ces 3 typologies de personnes. C'est important de comprendre que, naturellement, vous aurez et vous allez retrouver demain, si vous utilisez l'INPS, ces 3 catégories de personnes et c'est normal. L'objectif, c'est pas, du premier coup d'avoir, 0 détracteur, mais c'est plutôt, voilà, d'instaurer une, dynamique où vous, mesurez régulièrement l'engagement de vos collaborateurs et où vous pouvez réduire cette proportion de détracteurs au sein de vos répondants.
Maintenant, le calcul, je vous l'explicite au travers d'un exemple fictif que vous compreniez, que vous vous projetiez. Disons que vous êtes une entreprise X, vous avez sondé vos 345 employés et vous voyez du coup, sous les bonhommes colorés, vous avez un nombre. Ce nombre, c'est le nombre de personnes qui a répondu 1, 2, 3, jusqu'à 10. On se rend compte dans cet exemple-là que 40 personnes ont répondu 6 ou moins, ce qui représente 11,6% des 345 employés. Vous avez aussi 93 personnes qui ont répondu 7 ou 8 qui sont considérées comme passives. Et vous avez 212 personnes qui ont répondu 9 ou 10, ce qui représente 61,5% de votre population totale. Le calcul, une fois que vous avez ces éléments-là en tête, il est très simple. Vous prenez le pourcentage des promoteurs, donc 61,5%, et vous allez soustraire le pourcentage de détracteurs, c'est-à-dire là 11,6%, et vous avez un score de 50. On va revenir dessus et Kevin vous parlera un peu plus précisément des bons, moyens et mauvais scores d'INPS, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, à ce stade, vous pouvez considérer que 50, c'est un très bon score d'INPS et l'objectif étant de s'améliorer au fil de l'eau. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai essayé de rendre ça le plus clair et concret possible et n'hésitez pas s'il y a des questions. Eh ben, je vois justement, il y a une question effectivement de Romain qui dit que c'est un peu contre-intuitif. Parce que du coup, si on a une moyenne de 6 sur 10, 60%, bah, en fait, finalement, la note n'est pas très bonne. Euh, Effectivement, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est un peu comme ça qu'est mesuré et conçu le NPS. Vous confirmez? Ouais, on va revenir sur, par exemple, les notions culturelles. Est-ce que on répond de la même façon si on est chinois, français, américain? Donc, c'est normal, Romain, de se poser la question parce que vous êtes sûrement français. Pour un Américain, un 6 sur 10, c'est pas super. Et donc, il y a plein de subtilités là-dedans. Le NPS a été inventé par un Américain, donc surtout calibré sur un marché américain. Et il y a eu des recherches complémentaires qui ont été faites pour l'adapter à différents niveaux nationaux, notamment en France. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les Français ont tendance à noter plus durement, mais quand vous appliquez le score, avec le calcul qui a été annoncé par Morgan, là, les 9, 10 moins les 6 ou moins, il reste complètement corrélé au comportement des gens. Et on y reviendra juste après sur le benchmark et la nationalité, mais ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Typiquement, en France, vous pouvez avoir un NPS qui est plus bas, mais on est sur un marché qui est plus lent qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que quelqu'un qui note 6 va peut-être rester plus longtemps dans son job en France qu'aux États-Unis, où il y a une liquidité du marché qui est plus forte. Donc on rentre dans les subtilités après, mais c'est une super remarque et c'est vrai que 6, ça paraît sévère, mais c'est comme ça qu'est fait le INPS. Et un dernier truc, est, si vous changez la méthode de calcul, par exemple, vous dites le 6, je le mets dans les neutres ou dans les positifs, c'est plus du NPS, c'est un calcul qui est complètement différent, où il y a très peu de recherche là-dessus. Et donc, vous pouvez le faire pour des raisons de communication. Nous, on ne le recommande pas parce que du coup, vous perdez toute la valeur scientifique du NPS derrière. Merci beaucoup pour les précisions. Je vous propose qu'on avance un peu et je vais vous partager un peu une réflexion que moi j'ai trouvée intéressante quand on a préparé cette masterclass. Ça répond aussi un peu à la question de Laurent qui nous demande si jamais on peut l'inclure dans une enquête plus large. Et en fait, il y a une vision un peu simpliste qu'on aurait pu avoir du INPS en disant, bah, en fait, j'ai juste à lancer une enquête auprès de tous mes collaborateurs où je vais juste poser la question, ben voilà, la question du INPS et puis ensuite je vais mesurer. Et puis bah, Morgan et Kevin, vous aviez, quand on a préparé cette masterclass, vous aviez plutôt une démarche de bah non, non, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut un peu plus réfléchir, un peu se poser les bonnes questions. Donc voilà, l'objectif ça a été de rentrer un peu plus dans le détail sur comment on prépare cette démarche de INPS. Kevin, tu veux commencer? Ouais, c'est parti. Alors, c'est ma maraude préférée. Est-ce qu'on peut faire la slide suivante? Voilà. Euh, le truc qui est hyper important, c'est que le INPS, c'est une seule question. Donc, le INPS, c'est un thermomètre et c'est pas du tout une station de la NASA qui va vous expliquer tout ce qui se passe sur le climat social. D'ailleurs, on appelle ça le climat social. Le climat, c'est un temps long. Le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est un thermomètre qui vous le donne. Et le INPS, c'est vraiment ça. C'est à un instant T, quel temps il fait dans mon entreprise. Ça va vous dire, il fait chaud, il fait froid, mais pas est-ce qu'il faut mettre un kawaii, un slip, des bottes ou un pull. Et donc, quand vous le communiquez à vos collaborateurs, c'est hyper important de, comme on dit en anglais, manage expectation. C'est-à-dire que ce n'est pas un thermomètre qui va révolutionner le temps qu'il fait en France. Le thermomètre, il va permettre
d'indiquer, notamment aux dirigeants de l'entreprise, aux managers et aux RH, est-ce qu'il y a des alertes? Comment le climat, au fur et à mesure, évolue? Et est-ce que tout ça va dans le bon sens? Il ne va pas permettre de prendre des actions immédiates en fonction de cette réponse. C'est-à-dire que vous ayez un INPS de moins 30, plus 40 ou 100 000, vous allez avoir des classes d'actions qui vont pouvoir être prises, plutôt positives ou plutôt en palliatives, mais ça ne vous dit pas où est le cœur du problème. Et donc, ça a été tout notre débat dans cette préparation avec Morgane, qui est de se dire, le INPS, c'est vertu, c'est qu'il soit très simple, ça prend 10 secondes, et s'il faut poser une seule question, c'est sûrement celle-ci. Par contre, derrière, si vous ne le couplez pas avec un petit peu plus de données, ben, vous avez du mal à savoir où mettre votre énergie. Et donc ça, c'est la première chose, c'est quand vous définissez votre projet de INPS, attention à se dire que c'est une mesure qui est aujourd'hui franchement indispensable au pilotage de la ressource humaine, mais que ce n'est pas non plus une métrique magique qui va complètement révolutionner les actions que vous pouvez prendre. On a... Oui, vas-y, Alex. Oh, très bien, hyper clair. Merci. Vas-y, je te laisse continuer. J'allais venir sur la fréquence pour le cadrage de projet, puis après je donne la main à Morgane. On nous pose souvent la question de combien de INPS par an. Bon, encore une fois, c'est pas une station météo hyper évoluée. Ça prend 10 secondes, donc vous pourriez poser un INPS toutes les semaines, ce que les gens continueraient de répondre pendant les premières semaines. Ce qu'on voit pour mesurer le plus régulièrement possible, mais sans désespérer les gens en leur posant la question tous les jours, c'est le faire tous les 2-3 mois. Je prends un exemple d'un client dans le retail, boulanger, ils sont environ 10 000 et ils ont, je trouve, un rythme qui est assez sympa, ils sondent tous les trimestres. Donc, tous les 3 mois, vous avez un INPS et vous avez quelques autres questions. Ça fait un sondage à 5-6 questions en tout. Sur ce INPS, vous avez un système de relance, on y revient juste après, mais il y a derrière une mesure, du coup, tous les 3 mois, une discussion entre le manager et son N+1. Donc, généralement, ça va être le manager d'un magasin et le manager du département ou le manager du département et de la région. Et donc, on regarde à un instant T où on en est. On se dit à 6 mois qu'on s'engage sur un INPS, soit de le faire progresser, soit de le maintenir. Soit même, ils sont assez innovants, si on a un très bon INPS depuis plusieurs mois, d'essayer de faire progresser celui du copain. Et au bout de 6 mois, on fait le bilan. Entre-temps, pour être sûr, on fait une demi-mesure à 3 mois et ça permet au manager de savoir au moins s'il va dans le bon sens ou non. Et ce qu'on va recommander, c'est pas plus d'une fois par mois, mais pas moins d'une fois par trimestre. Sinon, vous perdez ce côté réactif et photo du INPS. Et j'imagine quand tu cales ton plan comme ça, tu t'imagines aussi avoir un peu un taux de réponse. C'est quoi un peu les objectifs cibles de taux de réponse que tu as chez les boîtes que vous accompagnez? Alors, on y vient après sur le pendant, mais sur le taux de réponse. Donc, nous, en moyenne, nos clients ont 75% de taux de réponse. Ce qui est le plus important, c'est plutôt le taux de représentativité. C'est-à-dire qu'avoir 75% sur 10 personnes, c'est moins représentatif que 75% sur 100 000 personnes, si je passe à l'échelle. Et donc, ce qui est important pour la direction, ça va être d'être sûr que la note, elle est fiable. Et d'ailleurs, il y a des petites entreprises là qui nous écoutent. Nous-mêmes, chez Supermood, on est une trentaine. Le INPS est très volatile, c'est-à-dire qu'il suffit sur 30 personnes d'avoir une personne qui passe de 9 à 6 et vous perdez pas mal de points d'un coup. Voilà. Donc, il faut faire attention, c'est plus une notion long terme et pour les grands groupes, le INPS, qu'une notion de moi manager et mes 4 personnes, ça va être moins représentatif. Si j'ai moins 100, c'est sûr que c'est pas terrible, mais voilà, il faut faire attention à la maille d'analyse. Ok, hyper clair. Un autre sujet dont on a pas mal parlé en préparation, c'était celui de l'implication des parties prenantes, parce que ça se fait pas tout seul. On peut pas juste décider, ok, je lance mon enquête INPS. Il y a vraiment besoin d'impliquer pas mal de gens autour. Tu nous en dis un peu plus, Morgane? Oui, complètement. Et je trouve que ça fait une bonne transition avec ce qu'on était en train d'aborder à l'instant, c'est-à-dire si je suis une petite boîte, par exemple, est-ce
est-ce que je lance l'INPS? Est-ce que j'utilise l'INPS? Est-ce que ce sera représentatif et révélateur ou pas? C'est vrai que si vous êtes une entreprise de 4 personnes, a priori, vous pouvez déjà prendre le pouls de vos équipes, j'imagine de manière assez transparente sans forcément utiliser cette question. Mais en tout cas, si vous jugez que ça peut être intéressant dans votre contexte d'entreprise d'utiliser l'INPS, c'est important d'embarquer les bons sponsors, c'est-à-dire les personnes qui vont vraiment pouvoir vous accompagner dans ce projet-là, relayer l'information en interne, valider le fait que, bah, c'est OK, hein, si vous êtes un grand groupe, c'est pas, peut-être, le responsable RH qui va pouvoir prendre cette décision seul. Il y a, voilà, des personnes importantes, des directions à embarquer, sur ce projet-là pour justement porter l'INPS et lui donner, toute la place et l'impact, qu'il peut avoir dans l'organisation. Et c'est important aussi d'embarquer les managers, parce que les managers sont les relais de proximité, les relais de terrain aussi, et donc c'est eux qui vont pouvoir encourager notamment leurs équipes à répondre à cette INPS. Donc si vous avez embarqué et convaincu les managers eux-mêmes d'y répondre, mais aussi de relayer cette INPS auprès des équipes, je pense que c'est très important pour maximiser justement ce taux de réponse, dont on parlait. Et ensuite, deuxième chose qui est hyper importante, même avant, hein, d'avoir lancé l'INPS, c'est de commencer à informer, l'organisation que, cette initiative va être lancée, d'encourager, d'ores et déjà, les équipes, à y répondre, rappeler, l'intérêt, les délais. On parlait tout à l'heure, dans le chat justement de est-ce qu'on explique ou pas, la notation? On va y revenir, tout à l'heure, également. Moi, je recommande, plutôt si d'expliquer à vos collaborateurs comment, fonctionne l'INPS, ce que c'est et comment il est mesuré, cet engagement grâce à notamment, la notation, puisque ça va leur permettre d'avoir une visibilité plus claire et de se positionner plus facilement pour, que ce soit révélateur de leur engagement ou non-engagement au sein de l'organisation. Yeah. Hyper clair. Ouais, tu veux compléter, Kevin? Morgane, il y a un point vraiment très critique sur attention à ne pas dire dans le cadre de notre démarche QVT, le INPS va changer votre vie. C'est vraiment important pour les collaborateurs. Quelque chose qui marche bien, c'est de dire, par contre, la direction veut vous entendre, veut mesurer, et donc votre note, elle va directement sur le bureau de la PDG ou du PDG. Et là, tout de suite, et en plus, ça prend que 10 secondes. Voilà. Ça, ça résonne beaucoup plus avec les collaborateurs que promettre mon émerveil en répondant à une question. Ouais, pas forcément, vraiment, encore une fois, replacer l'outil pour ce qu'il est. Ça permet d'avoir de l'information, ça permet d'avoir une prise de pouls, mais c'est pas ça qui va tout de suite permettre des prises d'action concrètes. On peut pas s'engager là-dessus, quoi. Et ça permet de préparer le reste, qui sont des enquêtes plus approfondies ou un peu plus, mais qui vont demander un peu plus de temps à prendre des actions derrière. Ok, hyper clair. On avance un petit peu là, on a dans notre timeline un petit peu de déploiement, on est assez au clair, je pense, sur comment est-ce qu'on se prépare, c'est quoi les sujets auxquels il faut penser avant de se lancer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant? Une fois qu'on a lancé sa campagne, ça y est, j'ai paramétré ma fréquence, j'ai communiqué, etc. Je me lance. C'est quoi un peu vos conseils sur comment est-ce que, en tant que RH, comment est-ce que je pilote, comment est-ce que j'anime ma campagne de INPS? Et bah, déjà, on l'annonce. Ouais. On lance la question d'INPS une fois que vous avez déjà communiqué, comme je vous le disais, avant, en préparation de ce moment clé. Vous lancez l'INPS, donc vos collaborateurs vont recevoir, certainement un email avec, du coup, les explications et la question, d'INPS, et l'objectif, c'est que vous puissiez, surtout, relancer et animer les équipes pour que cette question, elle soit bien, vue, par, tous, que vos managers puissent faire le relais nécessaire pour que les collaborateurs entre eux aussi puissent, par un bouche à oreille positif, se motiver aussi pour y répondre et utiliser n'importe quelle occasion pertinente pour rappeler cette INPS. Si, entre manager et collaborateur, il y a des one to one, si, j'en sais rien, il y a un séminaire à ce moment-là, c'est vraiment d'utiliser tous les moments clés de l'entreprise pour rappeler que cet INPS, ce sondage est en cours et que, voilà, comme le disait Kevin, c'est important, la direction, souhaite vous entendre. On a envie de comprendre votre ressenti, aujourd'hui, et donc d'encourager et d'utiliser ces moments clés, d'entreprise pour, rappeler, l'INPS et rappeler les délais aussi, puisque l'INPS n'est pas ouvert ad vitam aeternam. Donc l'objectif, c'est, dans le délai imparti, de pouvoir, maximiser ce taux de réponse. Je rebondis sur ce point-là, tu parles de deadline. C'est quoi votre call là-dessus? C'est une enquête un peu flash, vous avez une semaine pour répondre, c'est un sondage qui est ouvert pendant un mois.
Très concrètement, c'est quoi votre rôle là-dessus? On avait eu un débat là-dessus. Je trouve que ça dépend vraiment du contexte et peut-être de la taille aussi de l'entreprise. Moi, pour, travailler avec, des grands groupes, récemment, c'est vrai qu'on peut pas forcément faire des enquêtes, flash puisque ça ne fonctionne pas forcément. On est obligé d'étendre sur à minima 2-3 semaines. Beaucoup plus, ça sera pas forcément pertinent. Si les personnes n'ont pas répondu dans les 2 à 3 semaines, il répondra pas forcément sur la 4e semaine. Mais Kevin, tu as peut-être un autre, retour d'expérience? Non, j'ai plutôt le même. Les 2 semaines, ça permet de rattraper les gens qui sont partis en vacances, généralement. Donc, à moins qu'ils prennent vraiment les 2 semaines et qu'ils ne voient pas, on propose 2 semaines. Plus loin, il y a un biais qui peut avoir lieu, notamment si vous ouvrez un mois pendant les périodes des augmentations ou des revues annuelles. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de moments RH, ça peut biaiser énormément les résultats. Donc, 2 semaines, c'est souvent une bonne période. Et après, en termes de relance, ce qu'on disait avant, c'est une relance par semaine et une relance la veille. C'est globalement ce qui marche bien. Mmh. Ok. Et alors, autre question, donc là on parle d'animation des équipes. J'imagine que ouais, les managers sont un énorme relais. Euh, Ça se fait de, bah là je vois que j'ai un manager dans son équipe, personne n'a répondu. Euh, je fais quoi? Je peux aller prendre le manager et lui dire comment je le sensibilise, comment est-ce que je m'assure qu'il va faire en sorte que les gens répondent dans son équipe. C'est quoi un peu les bonnes pratiques pour faire en sorte que les managers soient bien des relais? Morgane, tu veux y aller Juste peut-être et tu vas pouvoir me compléter, mais je trouve que ça dépend de, la manière dont l'INPS est opéré. Est-ce que c'est rendu anonyme ou est-ce que c'est pas anonyme? Parce que si c'est anonyme, on ne peut pas savoir qui a répondu ou qui n'a pas répondu et dans ce cas, c'est très difficile de piloter. Mais si c'est pas rendu anonyme et qu'on a en tout cas quelques données qui nous permettent de savoir si c'est dans telle équipe ou dans telle autre équipe qu'il y a, peut-être, un taux de réponse qui est plus faible, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant, d'embarquer, d'alerter le manager pour, en faire un relais. Alors, je complète, il existe maintenant des plateformes hyper modernes qui permettent d'avoir les résultats en live et de façon anonyme. Alors, nous, on est promoteur du INPS anonyme. Même sur des startups où la transparence est la valeur numéro 1, il y a quand même, ça crée un biais, le fait que ça soit nominatif. Donc, notre plateforme Supermood, elle est complètement anonyme. Les résultats remontent en live et donc, ça permet aussi de piloter le taux de réponse en direct et de savoir dans quelles équipes il y a un taux de réponse qui est plus ou moins faible. Puis en plus, vous avez un peu d'intelligence qui fait les relances automatiques, tout ça. Donc, aller voir un manager et lui dire ton taux de réponse est faible, c'est complètement sain. Sachant qu'on garde en tête que c'est 10 secondes pour répondre à INPS. On ne parle pas de l'enquête de 150 questions annuelles. Et donc, vous pouvez d'ailleurs créer une petite compétition assez sympa. Ce qui marche souvent, c'est de dire la moyenne du taux de réponse, elle est à 60%. Ton collègue de Poitou-Charentes, il est à 90 et toi, tu es à 30. Bah, ça serait sympa d'ici une semaine, mettre un petit peu un boost. J'anticipe aussi sur la question de Madeleine qui a dans le chat, qui est est-ce qu'on doit expliquer le score? Alors, s'il y a une population à qui vous êtes obligé d'expliquer le score assez vite, en tout cas dès qu'ils commencent à avoir les premiers résultats, c'est les managers. Parce que quand vous êtes manager et que vous voyez un moins 70, parce que par exemple vous avez 5 personnes qui répondent, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et donc déjà une note qui peut aller dans le négatif, c'est pas évident à comprendre. Et une note qui est entre moins 100 et 100 encore moins. Donc il faut former les managers rapidement en amont pour leur expliquer l'intérêt pour eux d'avoir un thermomètre et deux, l'intérêt qu'il soit représentatif pour que derrière, ils puissent prendre des actions sur de la vraie donnée. Hyper clair. Je vous propose qu'on prenne la question de Valentin sur les canaux de communication, et notamment dans des boîtes industrielles où il n'y a pas forcément énormément d'accès digitaux. Qu'est-ce que vous conseillez pour toucher plus facilement les salariés, pour faire monter les taux de réponse? Alors, ça va dépendre de la population et de la fréquence. Mais je prends un exemple. On travaille avec Candia et le groupe Sodial, où vous avez des gens qui sont en usine, puisque c'est du traitement du lait. Là, vous n'avez pas de téléphone, rien. Donc, on passe par soit du SMS, soit du mail sur la boîte personnelle, soit des QR codes à flasher dans l'entreprise, soit ce qu'on appelle du kiosque, c'est-à-dire que vous avez une borne ou un ordinateur dans l'usine et les gens répondent. Et chez Candia, on est arrivé à 95% de taux de réponse.
Pourquoi? Parce que le mois où on a lancé, il y a eu une réponse du PDG immédiate qui remerciait les salariés dans l'usine de leur participation et qui citait les scores. Et donc, le salarié sur le terrain voit que sa voix compte immédiatement, qu'elle est passée au grand patron directement. Et donc, il y a cette émulation. Et ça fait 4 ans qu'on tient des scores à plus de 80% sur des gens qui ne sont pas connectés, c'est-à-dire qui ne sont pas derrière un ordinateur. Donc, le SMS, le QR code, tout ça, ça fonctionne très bien. Alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il faut que dans la solution techno que vous utilisez, vous puissiez identifier quand même qui a répondu quoi. Sinon, vous pourrez avoir un bourrage des urnes où des gens répondent 10 fois. Donc, quand on envoie des SMS et des SMS qui sont authentifiés, voilà, il y a plein de petites subtilités, mais ça fonctionne très bien. Et n'ayez pas peur de la GDPR. Typiquement, vous pouvez demander à vos collaborateurs est-ce qu'ils sont OK pour recevoir ce genre de sollicitations sur leur boîte mail perso. S'ils disent oui, il n'y a pas de problème pour le faire et généralement, vous avez un très bon taux de réponse. Trop bien, merci beaucoup. Avant de reprendre une autre question, on a un tout petit peu parlé représentativité. On avait une slide sur le sujet. Est-ce que Kevin, tu veux nous en redire plus pour bien détailler le sujet? Oui, par respect pour le timing, je vais aller rapidement, mais ce qui est important, c'est globalement, est-ce que vos résultats sont représentatifs? Donc, on a sorti un tableau donc, très statistique de est-ce que vous pouvez extrapoler vos résultats ou non à toute la population selon la population que vous avez. Simple pour 100 personnes. Si vous voulez être quand même relativement sûr que tout le monde est représenté, il vous faut 80% de taux de réponse. Donc, c'est beaucoup. Par contre, c'est très dégressif. Dès que vous êtes sur 1000 personnes, 28% de taux de réponse, ça suffit. Et alors, 2 warnings là-dessus. La première, c'est au niveau global, c'est-à-dire que je peux avoir 30% sur 1000 personnes, j'ai un score qui est représentatif au niveau de mon entreprise. Par contre, si dans mes 30%, j'ai interrogé que les hommes, bon bah, je ne vais pas être très représentatif sur les femmes. Et un autre truc à se dire sur le taux de représentativité, c'est il vaut mieux 2 feedbacks que 0, même s'il n'est pas représentatif. Et donc, même si votre note du INPS va être moins fiable si vous avez un faible taux de réponse, c'est quand même hyper intéressant d'avoir quand même une trentaine, une cinquantaine, une centaine de notes plutôt que rien du tout. Ça vous donne le pouls. Et il ne faut pas s'astreindre à un taux de réponse. On a des clients avec qui on a commencé à 30% de taux de réponse et qui sont arrivés à 75% de taux de réponse 6 mois après parce qu'on a montré la valeur de l'écoute. Voilà. Donc, le mieux, c'est de viser 60-70%. Comme ça, vous pouvez descendre dans les équipes. Mais sachez que dès que vous êtes sur un certain périmètre, déjà 20%, c'est représentatif pour la direction générale. Ok, donc il faut vraiment avoir une petite base de notions de stats pour effectivement se rendre compte que plus on est nombreux, moins c'est important d'avoir 100% des répondants, quoi. Exactement. C'est un peu contre-intuitif, mais ça marche comme ça. Oui, hyper clair. Juste pour, ouais, voilà, effectivement, comme le dit Frédéric, question du niveau de confiance. Pour juste rebondir très rapidement sur la question de Karine et de bien préciser. Donc moi, ce que je comprends, c'est que notamment avec une solution, en fait, il y a de l'anonymat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a répondu. En revanche, on peut quand même avoir des analyses sans nominativement savoir qui a répondu, la rattacher, cette personne, cette réponse à un service, à un pôle, sous réserve qu'il n'y ait pas une personne dans le pôle. J'imagine que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, typiquement chez vous, Kevin. Oui, exactement. Vous pouvez analyser tous vos résultats par filtre, donc l'équipe, le genre, l'ancienneté dans l'entreprise, le métier, tout ça. Par contre, la plateforme va bloquer si vous faites des filtres qui sont trop précis. Si vous avez qu'une femme manager dans une équipe, vous ne pourrez pas avoir ces 2 filtres sur cette équipe. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer par des solutions tiers. Ça vous permet de garantir l'anonymat tout en faisant des analyses. Et ensuite, la plateforme permet aussi de sonder sur des populations locales. Donc, vous pouvez cibler des questions seulement à des équipes. Et ça, c'est le après, souvent. Est-ce que vos managers, vous pouvez leur donner la main pour qu'ils posent leurs propres questions à leurs propres équipes pour qu'il y ait un peu plus de subtilité? Trop bien, hyper clair. Je regarde un peu les autres questions. Alors, Vanessa, votre première question, je pense qu'on va la prendre sur la suite, sur l'analyse des résultats, justement. Je suis pas sûr de comprendre la deuxième question, donc n'hésitez pas à repréciser. Et donc, du coup, bah, pour avancer un petit peu sur la suite de la timeline, c'est ben,
OK, donc ça y est, j'ai lancé, j'ai animé, j'ai eu des bons taux de réponse. Je me retrouve maintenant avec cette question de: «OK, qu'est-ce que je fais après? Comment est-ce que je passe, cette mesure en plan d'action?» Donc je pense que voilà, c'est potentiellement l'une des étapes les plus importantes parce qu'effectivement, juste mesurer, voire même le risque, c'est même de créer uniquement, des attentes parce qu'il y a des salariés qui ont pas fait du temps à répondre, mais en fait, voilà, si jamais on n'a pas la bonne capacité d'exécution derrière, ça peut créer de la frustration. Comment est-ce que voilà, comment est-ce qu'on embraye? C'est quoi, c'est déjà peut-être la première question, c'est, savoir un peu, comment interpréter ces résultats, savoir, bah, OK, voilà, on disait tout à l'heure, j'ai un NPS à 50, c'est bien. Comment on fait pour y voir un peu plus clair sur, est-ce que les chiffres que j'ai sont bons? Kevin, c'est quoi un peu les éléments de benchmark? Alors, les éléments de benchmark, voilà, tu peux mettre la slide d'après. Donc, on est éditeur du BNet, c'est le baromètre national de l'engagement au travail, qui en gros interroge plus de 30 000 personnes de plus de 100 entreprises chaque mois pour voir comment l'INPS évolue. Et donc, un peu contre-intuitif, mais ce qui est un INPS normal, c'est un INPS entre -15 et +20. -15 quand vous êtes plutôt dans des grands groupes et +20 quand vous êtes plutôt dans des petits groupes. Voilà. Ça a beaucoup évolué. Typiquement, le Covid a créé une inflation du INPS parce que vous aviez cet ennemi commun, donc il y avait un engagement très très fort pendant la période du Covid. Et maintenant, ça baisse. C'est pas que les gens sont, les gens sont moins engagés. C'est pas dû aux entreprises qui font mal, c'est plus dû au contexte. Voilà. Et donc, 100 plus 100, ça n'existe pas. Les meilleures entreprises sont plutôt vers les 70-80 et c'est assez exceptionnel. Si vous avez entre -10 et +20, vous pouvez vous considérer comme neutre, c'est un INPS qui est moyen, et en dessous, il y a un sujet. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'améliorer le score petit à petit, et puis aussi de voir dans ce score de quoi il est constitué. C'est pas la même chose d'avoir 0 en ayant 30% d'ambassadeurs, donc les gens qui ont répondu 9-10, et 30% de détracteurs, les gens qui ont répondu entre 0 et 6, que d'avoir 0 parce que vous avez 100% des gens qui ont répondu 7 ou 8. Et donc, les bonnes stratégies sont d'essayer de faire passer les gens dans leur catégorie d'au-dessus. Donc, les détracteurs en passif et les passifs en ambassadeurs. C'est des actions qui sont différentes. Pour passer de détracteurs à passifs, on va enlever les gros cailloux, les cailloux vraiment qui font mal. Alors, pour passer de passif à ambassadeur, plus sur des sujets intrinsèques, de vision, de sens, on va projeter plus loin. Et donc, la stratégie qu'il faut absolument éviter, c'est d'essayer de se dire, je vais faire passer tous mes détracteurs qui mettent 3 à des super ambassadeurs qui mettent 9. C'est tentant, mais ça prend un peu trop de temps. Donc, premier truc quand on analyse, c'est de se dire, quel est mon score? Est-ce que c'est un bon ou mauvais score par rapport au benchmark? Comment les équipes se comparent entre elles? Vous allez avoir pas mal de disparités. Et où est-ce que je mets l'énergie? Hyper clair. Et du coup, ouais, j'imagine que tu peux même, étendre ces questions-là à quelque chose d'international quand tu as des boîtes, dans différents pays, quoi. Alors ouais, la slide d'après est assez intéressante. On nous pose souvent la question, c'était la question de Romain tout à l'heure, oui, mais les Chinois et les Français et les Anglais et les Indiens, ils répondent différemment. Alors, ouais, peut-être que j'ai rajouté la slide un peu tard. Bref, vous pourrez la voir Ouais. dans les slides qui sont envoyés après, mais il y a des études qui montrent que, par exemple, les Brésiliens mettent un 9 sur 10 assez facilement, alors qu'un Chinois ou un Américain, c'est pas la même. Désolé Alex pour la perturbation. Voilà. Ah, mais regarde, hop. Voilà. Et donc là, vous avez les différentes notations de NPS, c'est SurveyMonkey qui montre ça. Ce qui est important, c'est de se dire, vous pouvez pas comparer deux pays entre eux au même INPS, parce que vous êtes sur des notations qui sont différentes et surtout, vous êtes sur des systèmes de travail qui sont complètement différents. En Chine, vous devez vous occuper de vos aïeux et vous n'avez pas de retraite, donc vous avez intérêt à gagner très vite beaucoup d'argent. En France, vous avez la retraite. Généralement, vous vous occupez pas de vos aïeux, ils n'habitent pas avec vous. Donc, vous avez des incentives à l'engagement qui sont complètement différents. Donc, notre recommandation, c'est de ne pas les comparer. Par contre, une fois que vous avez les résultats, voir chaque pays comment il évolue. Est-ce que les Américains ils gagnent du INPS ou non, etc. Voilà. Trop bien, hyper clair. Merci pour la petite donnée en plus. Il y avait une question dans le chat sur le sujet. Morgane, tu as répondu, mais je pense que c'est intéressant qu'on y repasse un peu de temps. C'est effectivement,
euh, comment est-ce qu'on gère cette communication? On se retrouve avec énormément de données. Euh, Comment est-ce qu'on restitue? Comment est-ce qu'on passe l'information au manager? Est-ce qu'on filtre? Est-ce qu'on communique tout? C'est quoi le niveau de transparence qu'on peut avoir? Comment est-ce qu'on fait des plénières? Est-ce qu'on fait des one-one? C'est quoi un peu tes recours, Morgane, toi, sur cette communication, cet aspect restitution après enquête? En interne, je considère que c'est important de restituer avec, le plus de transparence possible. Après, ça dépend de votre culture d'entreprise et de votre contexte. Mais c'est important de restituer, les résultats, le score, puisque c'est aussi une manière de remercier, de valoriser le temps, même s'il est très court, le temps que les collaborateurs ont pris pour répondre à cette question. Donc très important de communiquer et ensuite de choisir, après votre niveau de transparence, votre modalité de restitution des résultats. Est-ce que vous avez besoin d'embarquer d'abord les managers et d'expliquer d'abord aux managers seuls, le résultat de ce score? Selon le score et selon peut-être les filtres que vous avez pu utiliser, vous allez vous rendre compte de certains éléments qui vont vous pousser à avoir un échange d'abord avec les managers. Ça peut être aussi directement en plénière, c'est-à-dire en mélangeant l'ensemble de votre organisation pour faire une restitution collective. En tout cas, ce que je répondais dans le chat à Thibaut, c'est qu'en interne, oui, partager avec, le plus de transparence possible. En externe, en revanche, c'est peut-être la question de Thibaut. Je trouve que, en tout cas, moi, je vois moins souvent des entreprises communiquer de manière transparente sur leur score INPS. C'est souvent resté, gardé assez confidentiel. Cependant, on voit quand même des entreprises qui communiquent sur leur score. Généralement, quand le score est bon, voire excellent, on a plus tendance à le publier et en faire un atout marketing, pourquoi pas. Donc après, encore une fois, ça dépend si vous souhaitez, vous comparer avec, vos pairs, avec, des entreprises, qui, ont plus ou moins la même taille ou le même secteur d'activité que vous. Voilà, l'essentiel, c'est pas toujours de se comparer aux autres, hein. L'essentiel, c'est de faire mieux soi-même et d'améliorer son score INPS dans le temps. Mais si par souci de comparaison, vous souhaitez partager votre score INPS, c'est possible. Moi, je le vois, je suis dans des groupes ou dans des Slack des communautés RH et on voit que les gens ont envie et besoin quand même parfois de se comparer, de comprendre comment ça se passe chez les autres. Et donc, dans certains groupes un petit peu plus restreints, les gens ont tendance à partager ce score, mais c'est pas toujours au grand public, disons. Hmm. Est-ce que c'est une bonne idée de potentiellement mesurer la performance de ces managers au prisme du INPS en disant, bah voilà, toi, tu es manager de cette équipe, ton objectif de la fin de l'année, c'est d'avoir un INPS de temps ou plus X% sur ton INPS. Est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que ça peut mettre des biais dans les analyses et créer des dérives? Alors, ah pardon Morgane, tu veux y aller Non, peut-être? j'allais dire, moi, je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça, parce que l'INPS, c'est une note sur un temps, T, et on avait une question dans le chat tout à l'heure qui disait: «Mais si jamais on est dans une période économique très difficile et que notre taux d'engagement, chute», il y a des périodes, il y a des contextes qui vont faire qu'à certains moments, le score va être super bon et d'autres moments, le score peut baisser ou remonter. Donc, je ne jugerai pas forcément la performance des managers, sur, cette donnée qui peut être assez, qui peut évoluer assez rapidement. Je sais pas ce que tu en penses du coup, Kevin? Bah, la première incentive que vous pouvez mettre au manager, et ça on a pas mal de clients qui le font, c'est au taux de réponse. Il faut que les gens s'expriment dans votre équipe. Donc, c'est la première étape. Ensuite, on a quelques clients, notamment boulanger, Fnac Darty, dans le retail, ça marche pas mal, ou dans la banque, BPCE, qui vont incentiver les managers sur le temps long, c'est-à-dire que c'est au niveau annuel, et souvent c'est sur une progression du NPS, ou comme je disais tout à l'heure, une progression du NPS des copains, qui est quelque chose qui est bien. Et c'est sûr que si vous le faites sur un INPS par an, bah, vous biaisez énormément la réponse parce que le manager peut dire mets-moi une bonne réponse. Si vous le faites sur du temps long, le manager ne peut pas le dire chaque mois parce qu'il va très vite arriver à son maximum. Et puis comme c'est anonyme, de toute façon, les gens sont quand même assez peu disciplinés sur le manager que j'aime pas, je vais lui mettre une super note pour qu'il ait son bonus. Donc, on essaye d'éviter d'incentiver les managers au score, sauf si c'est un score sur le temps long. Peut-être la meilleure pratique qu'on voit, typiquement chez My Money Bank, qui a racheté HSBC l'an dernier, en France, c'est d'incentiver sur les actions qui sont prises. Et donc là, c'est le nombre d'actions ou la qualité des actions qui sont prises. Comme ça, c'est très concret et le INPS reste qu'une boussole ou un thermomètre. Hmm. Ok, hyper clair. On avait parlé de
d'amélioration continue et en fait de méthode de comment est-ce qu'on s'améliore dans la durée. C'est Kevin, toi, tu voulais un peu détailler ces questions-là. Je pense que c'est le truc que vous suivez à fond dans la durée chez vos clients, quoi. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un truc qui est hyper important. Si on peut passer à la slide d'après, super. On constate qu'on a deux types de clients. On a des clients qui sont vraiment dans une logique d'amélioration continue et d'autres clients qui sont plus dans une logique de temps fort. Le temps fort, c'est je vais faire une enquête par an de 20, 25 questions, voire 150 questions. Ça se passe avec nous, mais on va dire 30 questions. Et ce temps fort, il a un bénéfice, c'est que tout de suite, je vois ce qui clignote rouge, je le règle, et en 2-3 mois, j'ai un engagement qui augmente. C'est ce que vous voyez à droite. Donc, c'est très positif. Sauf que si vous n'avez pas de méthode derrière, eh ben, vous allez avoir un engagement qui stagne. Et qu'est-ce qui se passe quand ça stagne? C'est que pas de méthode égale l'ARH prend toute la responsabilité de l'engagement sur elle, enfin la fonction ressources humaines, et du coup part en burn-out assez vite parce que, un, elle n'a pas tous les leviers pour améliorer l'engagement, et deux, on ne peut pas déléguer le bien-être et la performance à une ou deux personnes ou une équipe. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'insister sur la méthode. Et cette méthode, on la donne aux managers, c'est eux qui sont le pivot, sur comment je récupère mon score INPS et mes scores d'engagement, comment j'en parle avec mon équipe et comment j'engage toute mon équipe à prendre des actions. Et c'est ça qui est vraiment important. On a une méthode qu'on appelle co-engage et au milieu, il y a l'engagement mutuel. Il faut dire à son équipe comment tous ensemble, on peut améliorer nos scores. Et donc, au lieu d'avoir un manager, et c'est hyper important, je pense que c'est la meilleure astuce de toute la masterclass, c'est à la place du manager qui dit bon, on a 7 sur 10, pourquoi on a 7 sur 10? Et là, bah, vous avez un flot d'idées sur bah oui, regarde, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Le mieux, c'est le manager qui va voir son équipe qui dit comment collectivement on passe de 7 sur 10 à 9 sur 10. Le 7 sur 10, c'est factuel, vous êtes exprimé, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer tous ensemble? Moi, manager, j'ai ma part, mais tout le monde a sa part. Et donc, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe chez Aramis Auto. On a fait un case, donc les datas là sont publiques. Et vous voyez qu'Aramis Auto a ce moment fort où il y a un jump sur le INPS, et puis après, ça augmente, et ils gagnent plus de 50 points en 18 mois, parce que chaque manager a son process de chaque mois, ils ont leur INPS, ils débriefent avec leurs équipes, les équipes sont responsabilisées, ça prend des actions. Et le but, c'est juste de gagner 2-3 points par mois, mais ça s'accumule et ça donne un super résultat à la fin. Je trouve que c'est hyper intéressant comme idée. Et ça rejoint des choses qu'on a vues, mais dans d'autres masterclass aussi, sur ce côté. En fait, l'expérience collaborateur, c'est pas juste à la charge du RH, c'est pas juste à la charge du manager, et de réussir à faire prendre de la hauteur et à impliquer tout le monde dans une dynamique de, en fait, c'est un combat collectif et on a tous quelque chose à apporter, on a tous une pierre à apporter. Je pense qu'effectivement, c'est hyper vertueux comme dynamique. Voilà, on arrive au bout du temps. On vous a préparé, alors on a ce petit récap que vous aurez dans les slides sur bah, du coup vraiment les grands enseignements à retenir sur le avant, avant, pendant, après. Je rebondis juste ici. Ouais, alors je voulais rebondir sur la question de Vanessa qui du coup a reprécisé sa question sur donc, le sujet, c'était en fait si jamais les collaborateurs, moi ce que je comprends, c'est si des collaborateurs ne comprennent pas vraiment cette question du INPS, qui c'est vrai, elle est formulée d'une manière assez particulière. Est-ce que vous recommanderiez à un collègue? Bah, en fait, potentiellement oui, euh, je recommanderais ma boîte, mais en vrai, non, je ne recommanderais pas à un collègue, soit parce que en vrai, j'ai personne qui fait ce métier-là, ou j'ai personne avec qui j'aimerais bosser. Du coup, je pense qu'il y a, voilà, il y a juste une petite subtilité dans la compréhension de la question où il faut être effectivement. Enfin, voilà, comment est-ce que vous mettez un sous-titre sur la question pour que tous les salariés comprennent, notamment ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de répondre à. Bah, nous, on ne pose pas cette question, on pose la question de est-ce que vous recommanderiez l'entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler? Donc vous évitez le sujet et c'est une des raisons pour laquelle on pose cette question formulée de cette façon. Voilà. Très bien, très hyper clair. Eh ben, merci. Attendez, hop.
Merci beaucoup. Je ne sais pas il y a d'autres questions. Je ne sais pas si Morgane, Kevin, vous voulez rajouter quelque chose. Dans tous les cas, on vous enverra les slides. Donc vous aurez vraiment cette grande slide de récap avec toutes les infos. Il y a aussi du contenu en plus. Vous aurez donc voilà le guide ultime de l'INPS qui a été produit par Supermood. Une petite dernière idée pour finir, Kevin, Morgane? Bah, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Il y a des choses qu'on n'a pas pu aborder. L'INPS, on pourra en parler bien plus longtemps qu'en 45 minutes, je pense, de temps qu'on avait là. Il y avait notamment des questions autour des questionnaires pour aller des enquêtes, pour aller un peu plus loin que l'INPS. J'ai pas forcément abordé la mise en mouvement sur comment est-ce qu'on rend les employés aussi acteurs de leur propre expérience suite à cette prise de pouls sur l'engagement. Donc, en tout cas, si ces sujets-là vous intéressent, moi, je reste à dispo pour en parler par ailleurs. Et pareil, donc dans le guide ultime, on va traiter 2-3 autres sujets. Par exemple, ceux qui répondent pas, bah, est-ce qu'ils sont contents ou ils sont pas contents? On a instinctivement l'impression qu'ils sont pas contents. La recherche montre que c'est beaucoup plus subtil. C'est plutôt, il y en a 60% de ceux qui répondent pas qui sont pas contents, 30% qui sont neutres et 10% qui sont plutôt positifs. Mais ça dépend des nationalités. Voilà. Donc on va dans des subtilités comme ça. Et peut-être la dernière chose, c'est l'INPS, c'est un thermomètre qui peut être inclus dans une enquête plus globale. Ce qu'on recommande, c'est de faire des questionnaires aujourd'hui, dans l'époque où on vit, plutôt de 20-30 questions maximum, pas plus. Et ce bilan, plutôt le faire 2 fois par an qu'une fois par an. Ça permet beaucoup plus de réactivité. Et comme dit Morgane, là, on a parlé de une question pendant 1 heure, donc on pourrait en parler encore des heures. Trop bien. Merci, vraiment un grand merci à tous les deux d'avoir pris le temps, d'avoir préparé cette masterclass, d'avoir tenu le timing aussi. Pour ceux qui veulent continuer à explorer ce sujet de l'expérience collaborateur sur d'autres aspects, on enchaîne tout de suite là dans 3 minutes avec une autre masterclass sur le sujet du management et notamment comment accompagner et suivre ses managers. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais le sujet vous intéresse, on vous met le lien tout de suite dans le chat. Et il me reste à vous remercier. Donc encore une fois, merci beaucoup Kevin, Morgan. Merci à tous d'être intervenus. Merci pour vos questions, pour vos interactions. On espère que ça a répondu à vos questions. Et si jamais, comme Morgan et Kevin le disaient, si jamais c'est pas le cas, si vous avez encore des sujets que vous voulez creuser, n'hésitez pas à nous écrire. On répondra avec plaisir. Merci à tous et très bonne journée. Merci Alex pour l'animation. Au revoir tout le monde.